jamais été sapé Zarbi. Tu ressembles à un flic dans les vieilles séries américaines. Moi, c'est Jamel. J'habite dans la cité, je suis en 6e 3 à Jean Moulin. Tu connais? Tu connais pas Jean Moulin, monsieur? C'est le bahut d'enfer. On est les meilleurs au foot. On est en finale du tournoi intercollège. On va les bouffer grave, monsieur, sur la tête de ma mère. Allez, monsieur, faut que je m'entraîne un peu. Tu fais gaulle? Allez, sois pas vache, monsieur. Oh, monsieur, qu'est-ce que t'as aux mains? La vache, c'est qui t'a mis dans cet état? T'es tombé sur une bande ou quoi? Ils t'ont massacré, les enfoirés. Allez, viens, monsieur. Je t'emmène à Jean Moulin. L'infirmière est encore là. C'est pas la super meuf, mais elle aura bien un truc pour toi. Monsieur, ceux qui t'ont fait ça, ils sont pas dignes de vivre. Je suis la rue Jean Moulin. Vous me connaissez sans doute. Dans les villages, les villes, je suis souvent là. Peut-être habitez-vous chez moi. Peut-être m'écrivez-vous de temps à autre. Parfois, je suis petite et tortueuse, et des enfants font du vélo sur mes trottoirs. Ma plaque est rouillée, mais elle chante la liberté. Parfois, je suis large et ouverte, et des commerces m'animent la nuit. Ma plaque est propre et neuve, et elle affiche la liberté. Parfois, je ne suis plus qu'un petit chemin où 2 ou 3 maisons reposent des vies le soir, et les chiens se retrouvent sur mes cailloux. On a depuis belle lurette oublié de remplacer ma plaque, mais mon nom murmure toujours liberté. Moi, je suis le boulevard Jean Moulin. J'en impose. Il y a des cafés, des brasseries, des agences de voyage, des grands magasins. Je vis, je grouille. On traite des affaires à tous les étages de mes immeubles. J'en connais des histoires d'amour, des histoires de haine. Chez moi, on se rencontre, on se sépare, on se retrouve, on se désire, on se déchire. On ne m'a pas appelé ainsi par hasard. Savez-vous qu'à Béziers, je relie la place Charles de Gaulle à celle du 14 juillet? Je suis fière de mon nom. Il claque comme le courage. Moi, je suis l'herbe. L'herbe douce et verte de la pelouse du stade Jean Moulin. Vous savez bien, tout près de l'école primaire. Je mets un point d'honneur à rester fraîche en été, à ne pas être trop cassante en hiver, car je me sens responsable des genoux des enfants. J'en ai connu des chutes et des glissades, des petits Mathieu, Stéphane, Patrice, Jamel, William, Maxime, et des Sylvie, Morgane, Marion, Marine, Audrey, Valérie, Aïcha, Floriane. Oui, je suis responsable, à mon niveau de petite pelouse d'un modeste stade du cœur de la France. Je suis responsable comme celui qui m'a donné mon nom. Et moi, je suis le Jean Moulin. Je suis vert et blanc et rouge. Mon patron me repeint régulièrement. Je me balance la plupart du temps dans un vieux port de pêche à la digue au Galéron, sur des eaux vertes ou grises. Le marin est âgé et les poissons se font rares. Mais au printemps, mon propriétaire veille à ce que mon identité brille en lettres claires. Alors, sur les vagues, au large, l'écume blanche caresse le nom de l'homme qui n'a pas parlé. Et je me redresse pour affronter la prochaine lame comme un navire au combat.
Je suis la rue de la Liberté. Je suis le boulevard du courage. Je suis l'herbe de la tendresse et de la responsabilité. Je suis le bateau du vent et de l'honneur. Et toi, qui es-tu? Je suis la maison de Caluire. Je suis la maison de Caluire. Sur la place Castellane, dans cette ville toute proche de Lyon, j'ai fière allure. Haute, massive, carrée, des volets gris et du lierre pour adoucir une certaine austérité. Un mur et une grille de fer forgé. Une porte étroite. Je suis la maison de Caluire. Je suis la maison de la résistance. Je suis la maison du drame. Je suis la maison de la trahison. Je suis la maison du début et je suis la maison de la fin. De moi, vous êtes nés, rue, boulevard, stade, bateau et collège, lycée, parc, square. Car sous mon toit s'est noué le drame. Raconte-nous, maison de Caluire. Vous saurez ce que je crois savoir. Mais la vérité ici est multiple et parfois confuse. Auparavant, lisez donc la plaque qui est scellée sur l'un de mes murs. À la mémoire de Jean Moulin, président fondateur du Conseil national de la résistance, arrêté ici le 21 juin 1943 par les Allemands. Jean Moulin, 1899-1943, chargé de mission de première classe, sous-officier de l'armée française, préfet de la République. Organisateur et unificateur de la résistance, exemple d'indomptable courage, modèle rayonnant de sagesse et de cœur, inspirateur exaltant d'espérance. A commandé en chef devant l'occupant, tombé le 21 juin 1943 aux mains de l'ennemi qui l'a torturé et assassiné. Héros légendaire sous les pseudonymes de Rex, Régis, Max, appartient désormais à l'histoire et à la vénération du pays, sous son vrai nom de Jean Moulin. Où diable est Jean? Il n'est pas encore rentré. J'ai à lui parler. Je suis loin d'être satisfait de son travail au lycée. Toujours les mêmes appréciations de ses enseignants. Intelligent. Fera un excellent élève. Quand il se décidera à travailler, Il fait ce qu'il peut. il fait ce qu'il veut. Et il veut bien rarement, à ce qu'il paraît. Pourtant, son proviseur m'a confié une de ses copies. Au sujet, pour assurer le triomphe de la patrie, tous les moyens sont-ils bons? Voici quelques éléments de la réponse de votre fils. Cette théorie, qui paraît tout d'abord très juste, est entièrement contraire aux principes de loyalisme et d'humanité. Nous n'avons pas le droit de tuer des femmes et des enfants
des femmes et des enfants sous le prétexte que l'ennemi en fait autant chez nous. Il ne faut pas que les générations à venir aient à rougir de notre conduite. Nous devons agir avec droiture pour qu'ils puissent dire de nos chefs qu'ils ont préféré la mort à la trahison. Préférer la mort à la trahison. Voilà qui sonne plutôt bien, non? Antonin, je ne suis pas à même de juger de toutes ces choses. Ce qui m'importe, c'est le bonheur de Jean. Nous sommes en 1917. Il y a cette guerre interminable. Nos généraux s'enterrent dans les tranchées. Pas nos généraux, mon ami. Les hommes, hélas. La simple troupe, comme d'habitude. Jean doit passer son baccalauréat dans quelques mois. Il veut devenir artiste. Vous le savez, dessinateur. J'ai d'autres ambitions pour lui. Dessinateur. Est-ce que l'on dessine lorsque la patrie est en guerre? Salut, salut à vous, braves soldats du 17e. Salut, brave Piou-Piou, chacun vous admire et vous aime. Salut, salut à vous, à votre geste magnifique. Vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République. Ah, c'est vous, Moulin Jean. Vous êtes bien jeune, mon garçon. J'ai 18 ans, madame. C'est ce que je disais. Et qu'est-ce que vous venez donc faire à Montpellier? Je suis attaché au cabinet de monsieur le préfet de l'Hérault et je vais parallèlement mener des études de droit à la faculté. Moi, tout ça, j'y comprends goutte. J'ai une chambre pour vous. De toute façon, la maison est bien vide. Avec tous les hommes partis au front. Dame, pensez-vous qu'elle va durer encore longtemps? Pardon? La guerre! En 14, ils avaient dit pas plus de 6 mois. Elle nous l'a rendu en 77. Je ne sais pas. Vous savez, je viens juste d'obtenir mon baccalauréat. Et je risque de bientôt partir sous les drapeaux, moi aussi. Alors, c'est d'accord pour la chambre? C'est que vous n'avez pas beaucoup de recommandations. Comment? Mon père, Antonin Moulin, est conseiller général de l'Hérault et conseiller municipal de Béziers. Oui, mais Montpellier, c'est pas Béziers. Et je vais travailler directement avec monsieur le préfet. Dame, justement, on me dit rien qui vaille tous ces gens. Enfin, vous êtes joli garçon, bien habillé. Allez, ce sera 90 francs par mois pour la pension. Oh, mais c'est cher. Dame, faut ce qu'il faut. Je ne bois pas de vin. Pas de vin? Jamais? Jamais. Béziers, le préfet, jamais de vin. Ouh, c'est un drôle, jeune homme. Allez, ce sera 80 francs. Mais c'est bien parce que vous êtes poli et aimable. Paris, c'est une
Romanin, tu ne le connais pas? C'est un dessinateur humoristique, un joyeux compagnon bien connu dans tout Montparnasse. Romanin, tu es sûr? J'ai déjà posé la question. Elle ne m'a pas du tout donné ce nom. De plus, on m'a dit qu'il était préfet. Préfet? À son âge? Mais tu plaisantes. Vous avez toutes les deux raison. Il s'agit bien du même homme. Caricaturiste réputé sous le pseudonyme de Romanin, il publie régulièrement dans Candide, Le Rire, le Carnet de la Semaine. Et il est aussi sous-préfet, sous son vrai nom de Jean Moulin. C'est pas ordinaire. En plus, il est si beau garçon. Il était le plus jeune sous-préfet de France, nommé en 1925 à Albertville. Il n'avait que 26 ans. Aujourd'hui, il est sous-préfet à Châteaulin, en Bretagne. C'est son épouse qui l'accompagne. C'était Marguerite Cerruti. J'ai assisté à leur mariage en septembre 26. Ils se sont séparés en 28, je crois. Et dis-moi, il a du talent, je veux dire, au niveau du dessin. Du talent et de l'avenir. Il expose régulièrement et avec succès. Par ailleurs, il est très lié à Max Jacob. Max Jacob, le poète. Cela vous dit quelque chose? Non, je connais. Oh! Je connais un Jacob, décorateur. Romanin a aussi illustré un recueil de vers de Tristan Corbière. Corbière! Je connais. Oh! Je connais un Corbière, il est pâtissier sur les boulevards. Bref, Romanin est aussi un grand amateur d'art. Il a acheté des Dufy, Utrillo, Soutine, enfin, Dufy, Soutine, quand même. Je connais Soutine, le traiteur. Et moi Dufy, le quincaillier de l'opéra. Demandez le programme. Demandez le programme. Mon cher Léo Lagrange, vous qui êtes ministre du Front populaire et chargé de notre jeunesse et du sport qui plus est, vous avez dû bouillir, non? J'avoue que j'ai la tête ailleurs. Ce conflit en Espagne occupe tout mon esprit. Je préfère cette réponse. Nous sommes en 1936, que diable! Et cette pièce se traîne, comme si rien ne s'était passé depuis des siècles. Monsieur le ministre, Clara, mon épouse. Bonsoir, Clara. Bonsoir, Monroe. Tu connais Bonsoir, Pierre chers Coq, collègues. ministre de l'air du cabinet Léon Blum. À vrai dire, je vous cherchais. Et tous les deux. Vous avez vu ce qui se passe en Espagne? Je n'irai pas par quatre chemins. Blum a décidé de venir en aide aux républicains. Mais cela doit rester secret. Il m'a donc demandé de voir dans quelle mesure nous pourrions leur procurer les avions dont ils ont désespérément besoin. Je souhaite justement partir là-bas et créer une sorte de corps franc de volontaires. Une brigade internationale composée de pilotes, mécaniciens, artificiers. Parfait. Je m'en doutais. Le problème, c'est comment leur faire parvenir du matériel sans impliquer le gouvernement. Il faut mettre en place une organisation particulièrement C'est complexe. l'homme qu'il nous faut. Mon chef de cabinet. Je l'ai emprunté au corps préfectoral. C'est un garçon encore jeune, mais sûr et efficace. Vous devez le rencontrer, Monroe. Messieurs, la deuxième partie va commencer. Nous arrivons. Je rencontrerai votre chef de cabinet, monsieur le ministre. Comment s'appelle-t-il? Moulin. Jean Moulin. Jean Moulin. Je m'en souviendrai. Una noche yo paso a Camela, una noche yo paso a Camela, Ya las tropas invasoras, rumba, 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 va. Ya las tropas invasoras, rumba, 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 va. Buena
Buena paliza del Dio, ay Carmela, buena paliza del Dio, ay Carmela, il y a des chansons dans le piano à queue, il y a d'espoir dans tous les yeux, et des sourires dans chaque faussette, l'amour nous guette, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Tiens, voilà Romanin. Cela faisait longtemps. Romanin, le dessinateur dont nous avions parlé il y a quelques années. Je me souviens qu'il était sous-préfet, non? Il n'y est plus. Il est préfet maintenant, et depuis un moment. Plus jeune sous-préfet de France, il était logique qu'il en devienne le plus jeune préfet. Raconte-nous ça. Je ne connais que les grandes lignes. Il a été chef de cabinet du ministre de l'Air, Pierre Cotte. Et à ce titre, il a été impliqué dans des affaires de livraison d'avions en Espagne. Ensuite, il a été secrétaire général de la préfecture de la Somme. Puis, préfet à Rodez. En Bretagne? Non, non! Voyons! Rodez! C'est dans l'Aveyron! Quelle importance! Du moment qu'il est préfet. C'était quand tout cela? En 1938, si mes souvenirs sont bons. Et à l'heure actuelle, il est préfet de Réloir à Chartres! Le Réloir, c'est Chartres. Et qui sont ces femmes avec lui? La plus petite, c'est Antoinette Saxe. On dit qu'elle est la maîtresse de Paul Géraldi. Le charcutier de la rue Quincampoix? L'écrivain, voyons, Paul Géraldi, l'écrivain. Mais elle a aussi une liaison avec Moulin. C'est un homme à femme, ton moulin. Romanin, a-t-il des enfants? Non. J'ai cru comprendre que cela lui manque particulièrement. Mais après tout, il a la bonne vie. Il a du charme, il sort beaucoup. Il prépare une nouvelle exposition. Mais il a bien raison d'en profiter. On va avoir la guerre. Le grand badaboum, comme dit Maurice Chevalier. Chevalier, le boucher du boulevard Montparnasse. Maurice Chevalier, le chanteur. Le colonel était dans la finance, le commandant était dans l'industrie, le capitaine était dans l'assurance, et le lieutenant était dans l'épicerie. Le juteux était huissier de la Banque de France. le sergent était boulanger pâtissier. Le caporal était dans l'ignorance. Les deuxième classe étaient rentiers. Et tout ça, ça fait d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas. Ils n'en avaient plus l'habitude, mais tout comme la bicyclette, ça ne s'oublie pas. Et tous ces gars-là qui, pour la plupart, ont des gosses pour leur certificat d'études. Oui, tous ces braves gens sont partis chiquement pour faire tout comme jadis que leur père en fait pour leur fils. Hier, 1er septembre, l'Allemagne envahit la Pologne, la guerre est déclarée. Gamelin déclare que la ligne Maginot est solide. Le front percé à Sedan. les armées allemandes défilent aux Champs-Élysées. Le gouvernement tient bon à Bordeaux. Les Allemands sont devant Chartres, et ces milliers de réfugiés qui continuent à déferler. Je crains le pire. Nous devons absolument éviter la panique. Depuis le bombardement du 3 juin, les habitants ont pris peur. Tout le monde s'en va.
Il faut que j'enraye cet exode. Prenez ce texte et vous le porterez tout de suite à l'imprimerie, avant qu'ils ne partent eux aussi. Vous y êtes? Je vous écoute. 11 juin 1940, le préfet de l'Eure-et-Loire à la population. Vos fils résistent victorieusement à la ruée allemande. Soyez dignes d'eux en restant calmes. Aucun ordre d'évacuation du département n'a été donné parce que rien ne le justifie. N'écoutez pas les paniquards. Il faut que chacun reste à son poste. Il faut que la vie économique continue. Je connais les qualités de sagesse et de patriotisme de ce département. J'ai confiance. Nous vaincrons. Allez, filez et faites-moi placarder cela sur les murs, le plus vite possible. Heureusement que mon vieux père est mort. Il aurait difficilement supporté un tel spectacle. Maintenant, courrier personnel. Ma chère mère, ma sœur bien-aimée, mon pauvre département est mutilé et saignant de toutes parts. Rien n'a été épargné à la population civile. Quand vous recevrez cette lettre, j'aurai sans doute rempli mon dernier devoir. Sur ordre du gouvernement, j'aurai reçu les Allemands au chef-lieu de notre département. Je suis sûr de notre victoire prochaine, grâce à un sursaut d'indignation du reste du monde. Je ne savais pas que c'était si simple de faire son devoir quand on est en danger. Si par hasard, je ne revenais pas de cette aventure, je voudrais que Laure adoptât un tout jeune orphelin parmi les réfugiés français. Ce serait pour moi comme un prolongement. Je pense à vous. De tout mon cœur, Jean. Si les Allemands me faisaient dire des choses contraires à l'honneur, vous savez déjà que cela n'est pas vrai. Messieurs, Monsieur le préfet, aujourd'hui, 17 juin 1940, Maréchal Pétain, c'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. nous devons, avant toute chose, vous faire signer un protocole. Un protocole? Des femmes et des enfants français ont été assassinés et violés sur les territoires dont vous avez la charge. Or, ce sont des troupes françaises, des Sénégalais, qui ont commis ces crimes dont la France portera la honte. Comme ces faits sont prouvés de façon irréfutable, les services de l'armée allemande ont rédigé un protocole qui doit être signé par notre général et par vous, comme préfet du département. Nos tirailleurs sénégalais combattent certes avec une énergie farouche, mais ils sont incapables de commettre une mauvaise action contre des populations civiles. Pensez-vous vraiment qu'un haut fonctionnaire français qui a la mission de représenter son pays devant l'ennemi puisse accepter de signer une pareille infamie? Nous n'accepterons pas que vous moquiez de l'armée de la Grande Allemagne. Vous allez signer. Ce n'est pas, croyez-moi en me brutalisant, que vous obtiendrez davantage que je commette une indignité. Nous avons toutes les preuves que ce sont vos soldats qui ont commis ces atrocités. Je veux bien que vous m'indiquiez ces preuves. Aucun doute à ce sujet. Les victimes ont été examinées par des spécialistes allemands. Les violences qu'elles ont subies offrent toutes les caractéristiques de crimes commis par des nègres. Je ne peux m'empêcher de sourire avec mépris, malgré la gravité de la situation. On m'emmène alors au quartier général allemand. Signez, ou vous saurez ce qu'il en coûte de narguer des officiers allemands. Ah, on m'assène un coup de crosse dans les reins. Je m'affale sur le plancher. Les coups de botte pleuvent sur moi. Signez. Non, je ne signerai pas.
Vous savez bien que je ne peux pas apposer ma signature au bas d'un texte qui déshonore l'armée française. Il n'y a plus d'armée française. Elle est vaincue, lamentablement vaincue. La France s'est écroulée. Son gouvernement a fui. Vous n'êtes plus rien. Si je ne représente plus rien, pourquoi tenez-vous tant à ce que je signe votre protocole? Uniquement parce qu'il est conforme à la vérité, mais pour établir les responsabilités. Ce n'est pas une signature arrachée à un ennemi qui conférera à votre récit un surcroît d'authenticité. Vous n'êtes qu'un raisonneur de français. D'ailleurs, vous n'êtes resté un Chartres que pour mieux nous provoquer. Je suis resté ici parce qu'il était de mon devoir de ne pas abandonner mes administrés. D'ailleurs, j'en avais reçu l'ordre de mon chef, le ministre de l'Intérieur. Vous osez parler de votre chef? Vous osez parler du juif Mandel? Cet immonde juif qui a voulu déchaîner la guerre contre l'Allemagne? De ce pourceau de juifs vendus aux Anglais? Avouez que vous êtes à la solde de ce sale juif! Pas à la solde, sous les ordres. Vous êtes un pays de dégénérés, un pays de juifs et de nègres. On me frappe de nouveau sauvagement avec la laisse d'un chien. Puis on me jette dans une voiture. Nous passons le village de Saint-Georges et nous nous dirigeons vers le hameau de la Taille. On me traîne hors de la voiture. Un corps de chien, une balle dans le crâne. Une cour de ferme, banale, un hangar. Et là, 9 pauvres cadavres, tuméfiés, défigurés, informes, plusieurs corps d'enfants. Voilà ce qu'ont fait vos bons nègres. C'est une effroyable mise en scène. Il ne faut pas être grand clerc pour voir que ces malheureux, dont le corps est criblé d'éclats, sont simplement des victimes d'un bombardement. J'ai trop bien découvert leur jeu macabre. Ils se jettent sur moi et me frappent avec une rare violence. Mais ce n'est rien comparé à ce qui m'attend. Ils me traînent jusqu'à une espèce de bâtiment bas dont ils ouvrent la porte. Vous voyez, c'est le tronc d'une femme dont les membres ont été coupés par les Noirs. Est-ce le bombardement qui a si bien tranché ses membres? Je vois à l'intérieur une chose qui avait dû être encore de femme, une chose horrible, à moitié nue, avec une chemise que le sang a plaquée par endroits sur la chair, et qui laisse apparaître dans le bas 2 énormes plaques rondes où le sang s'est figé, la section des jambes tranchée au niveau des cuisses, plus de bras non plus, à leur place 2 moignons sanguinolents. On me saisit par les épaules et on me jette violemment sur le cadavre mutilé. La porte se referme sur moi vivement. J'ai été projeté sur ce débris humain et son contact froid et gluant m'a glacé les os. Je sens alors que je vais avoir du mal à résister. Mais j'ai encore la force de refuser. Alors on me frappe à nouveau. J'essaie de fuir. 3 coups de feu. On me rattrape. On m'attache les mains dans le dos avec la laisse du chien. On me jette dans la voiture. Retour à Chartres, quartier général allemand. Coups. Menaces. Encore des coups. Je tiens à peine debout. Il est tard. Finalement, on m'amène dans un couloir sombre et étroit. On ouvre une porte. Comme nous connaissons maintenant votre amour pour les nègres, nous avons pensé vous faire plaisir en vous permettant de coucher avec l'un d'eux. Vous avez quelques heures pour réfléchir, puis vous signerez. Une petite pièce. Des éclats de verre par terre. Il y a effectivement un brave soldat sénégalais prisonnier qui me laisse la place sur l'unique matelas. Dans le silence, je réfléchis. Le Sénégalais s'est endormi. Je sais que je suis à bout et que demain je risque de signer. Mon devoir est tout tracé. J'ai déjà compris le parti que je pourrais tirer de ces débris de verre. Vite, vite! Le préfet! Le préfet s'est tranché Une voiture! Où est l'hôpital? Soldats! À l'hôpital! Vite! Prévenez un médecin! D'urgence! 18 juin 1940. Au moment exact où l'on soigne Jean Moulin à l'hôpital de Chartres. À tous les Français, la France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Dans l'univers libre, des forces immenses n'ont pas encore donné. Un jour, ces forces
écraseront l'ennemi. Il faut que la France, ce jour-là, soit présente à la victoire. Alors, elle retrouvera sa liberté et sa grandeur. Voilà pourquoi je convie tous les Français, où qu'ils se trouvent, à s'unir à moi dans l'action, dans le sacrifice et dans l'espérance. Notre patrie est en péril de mort. Luttons pour la sauver. Vive la France! Général Charles de Gaulle. Maréchal, nous voilà, devant toi le sauveur de la France. Nous jurons, nous tes gars, de servir et de suivre tes pas. Maréchal, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance. Oh! Comment vous portez-vous, Jean? Encore un peu pâle à ce que je vois. Je vais bien, Madame Manès, de mieux en mieux. Votre blessure? La cicatrice n'est pas très belle. Je suis donc condamné à porter cette écharpe, qu'il fasse froid ou chaud. Elle vous va bien. Elle vous donne un air mystérieux. Je suis déjà fatigué du mystère, et pourtant, maintenant je vis dans la clandestinité. Vous savez, le maréchal Pétain m'a fait révoquer de mon poste de préfet dès novembre 1940. Mon fils m'a mis au courant. Et comment se porte votre sœur, Laure, et votre maman? Aussi bien que possible. J'ai passé les fêtes de Noël avec elle, à Saint-Andiol. Et votre amie, Antoinette? Ah, c'est plus compliqué. Vous savez qu'elle vit plus ou moins avec l'écrivain Paul Géraldi? Oh, je l'ignorais. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû vous poser cette question. Je vous en prie, Madame Manès, ce n'est pas bien grave. Antoinette et moi, nous nous voyons souvent. Je ne suis pas jaloux. Henri m'a assuré que vous ne manquiez pas de conquêtes féminines. Il exagère toujours. Il n'est pas encore arrivé. Il ne devrait plus tarder. Je vous ai fait du poisson grillé. J'espère que vous avez faim. Faim? Je dévorerai. Mais tout ce qui nage dans la Méditerranée, l'air de Cannes, sans doute. Ah, Henri! Henri, bonjour. Bonjour, Jean. Tu vas bien? J'ai des nouvelles. Moi aussi. Mais commence. Pour ta sortie de France, Dolivet et moi avons réussi à te procurer des papiers au nom de Joseph Mercier. Tu es censé être un professeur dans une université à New York. Il est donc logique que tu souhaites regagner ton poste. Mais c'est à Londres que je dois aller. Attends, mon vieux, c'est pas si simple. Il faut d'abord que tu transites par Lisbonne. Obtenir des visas pour lancer tes éventuels poursuivants sur de fausses pistes. Après, nous verrons. Cela risque d'être long. Qu'importe. Cela me permettra d'accomplir le travail que je me suis fixé. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi. Les Français n'ont pas encore bien saisi l'importance de ce qui se passe à Londres, autour de De Gaulle. L'énorme majorité de nos concitoyens a une confiance aveugle en Pétain. Ils ne se rendent pas compte que le vieux chef est en train de brader le peu qui reste de notre pays. Mais il y a les résistants. Tu l'as dit, les résistants. Chacun de son côté. Cela veut dire pas d'unité. Souvent excessivement loyalistes à l'égard du régime de Vichy. Ils ne perçoivent pas qu'il faudrait accepter de se regrouper sous une autorité suprême. Celle de Gaulle? Je ne sais pas encore. Il faut que je rencontre le général. A priori, il me semble plus apte à fédérer tous ces mouvements de résistants, à condition de les aider militairement et financièrement. En somme, tu voudrais que l'on ne parle plus des résistants, mais de la résistance. Exact, Henri. La résistance, sous l'autorité de De Gaulle, mais avec un comité, ou mieux, un conseil national, en France. Pour l'instant, en zone libre, j'ai recensé 3 grands mouvements. Combat, libération et franc-tireur. On peut déjà s'appuyer sur ces organisations. Par contre, en zone occupée, la situation est beaucoup plus confuse. Et mon séjour à Paris en avril 1941 a été peu encourageant. C'est pourquoi je voudrais te confier une mission. Fédérer les mouvements de la zone nord.
Bien sûr. J'accepte. C'est dangereux. Bien sûr. J'accepte d'autant plus. Peut-être mortel. Moulin, il faut que je te le chante sur un air d'opéra. J'accepte. J'accepte. C'est tout. Bien. J'ai rencontré Henri Fronet. Alors? Il a déjà accompli un travail monumental. Combat, le journal de son mouvement, a de l'influence, mais il reste quand même loyal à Pétain. Il pense que le maréchal fait une utile diversion et permet au mouvement clandestin de gagner du temps. Il changera d'avis, un jour ou l'autre. Oui, il est résistant avant tout. Si je rapporte des consignes fermes de Londres, il marchera avec nous. J'ai rencontré aussi De Menton, du mouvement Liberté. Ce sont des gens solides. Et ceux de Libération? C'est le mouvement le plus à gauche. Il y a là des gens de grande énergie. Emmanuel Dastier de la Vigerie, Léo Braque et bien d'autres. Ils ont des contacts avec la CGT et l'ASFIO. Actifs et réalistes. Ils ont déjà lancé des opérations contre l'occupant et invitent la population à des actions prudentes, mais qui énervent les Allemands. Boycotter les journaux de Vichy, quitter ostensiblement un lieu public dès que des soldats y rentrent, ralentir le travail, voire même saboter des pièces dans les usines travaillant pour l'ennemi. Mais pour aller plus loin, ils ont besoin, comme tous les autres mouvements, d'un soutien logistique et de consignes claires. À table, les enfants. Pâté de campagne, poisson grillé, fromage de brebis et ersatz de café. Cela nous conviendra, n'est-ce pas, Jean? Et comment donc? Ce n'est pas à Londres que je ferai des festins de ce genre. Monsieur Moulin, le commandant Passy vous espérait. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Passy. Bonsoir, Rex. Des nouvelles de la météo? Toujours aussi mauvaise. Je ne peux pas prendre le risque de vous faire décoller. Il le faudra bien, pourtant. J'ai l'habitude d'être secoué en avion. Ce n'est pas le voyage en avion qui m'inquiète, c'est le parachutage. Vous n'avez effectué que 2 sauts d'entraînement au lieu des 7 réglementaires. Ce n'est pas beaucoup. Cela s'est plutôt bien passé, non? Tout est question d'appréciation. J'ai ici le rapport de nos amis anglais. Moulin a effectué 2 sauts d'entraînement en parachute. Un au travers du trou du plancher de l'avion et le second par la porte. Il était un peu nerveux au moment du premier saut, mais il a bien réussi son atterrissage. Les 2 fois. Avouez qu'il est peu banal de commencer à 42 ans une carrière de parachutiste. Certes, mais avec le temps épouvantable qui sévit en France, vous courez au massacre. De Gaulle est formel. Je suis en Angleterre depuis le 20 octobre 1941. Demain, c'est le 1er janvier 1942. Il faut que je sois en France. Vous le savez aussi bien que moi, Passy. Rex, n'oubliez pas qu'à partir de maintenant,
vous avez une mission essentielle, capitale. Vous êtes le représentant officiel du général de Gaulle et du comité national. En un mot comme en mille, vous êtes le grand patron de la résistance. Votre vie ne vous appartient plus. Alors, quelques jours de plus ou de moins... Je partirai demain. Si le temps le permet. Je partirai demain. Bien, vous partirez demain. Je vous souhaite bien du plaisir. Cela risque d'être plutôt sportif. Vous êtes aussi têtu que le général. Vous étiez fait pour vous entendre. En dehors de mes ordres de mission, il m'a confié une lettre pour tous les membres de la résistance. Vous pouvez lire. C'est un beau et grand texte. Mes chers amis, rien ne peut plus diviser les Français. Ils n'ont qu'une seule volonté, sauver leur pays par la victoire. Rien ne compte pour eux, sinon la haine de l'ennemi, la fidélité envers les alliés, la fraternité nationale. Je sais ce que vous faites, je sais ce que vous valez. Je connais votre grand courage et vos immenses difficultés. En dépit de tout, il faut poursuivre et vous étendre. Soyez fiers et confiants. La France gagnera la guerre et elle nous enterrera tous. De tout mon cœur. Beau texte, en effet. Rex, l'avenir de nos concitoyens repose en partie sur vos épaules. Méfiez-vous de tout et de tous. Choisissez des hommes sûrs. Surveillez jusqu'à votre ombre. Ils feront tout pour vous prendre. Je vous envierai presque. Merci, Passy. Vous êtes un homme courageux. Bien, résumons-nous. Vous décollez donc demain très tard. Vous serez largué du côté de Fontvieille, non loin des Galières. Nous vous avons préparé votre ordre de mission civile, ainsi que les directives militaires pour la formation et l'utilisation des petits groupes de saboteurs. Tout ceci est micro-photographié dans le double fond de cette boîte d'allumettes. Autant dire, vous transportez de la dynamite. Ah, essayez de vous installer à Lyon. Ce sera plus commode pour vos déplacements. Quelle était votre couverture jusqu'à présent? Je m'étais inscrit comme agriculteur maraîcher dans mon village de Saint-Andiol. Vous, agriculteur? Oui, pas fameux. Mais j'ai une idée. Vous savez que je m'intéresse à la peinture. Oui, vous avez même un joli coup de crayon. Je me souviens de certaines de vos œuvres. Romanin est loin, hélas. Toujours est-il que je songe à ouvrir une galerie de peinture moderne à Nice. Tous mes déplacements seraient ainsi logiquement expliqués par la recherche d'œuvres et d'artistes. Excellent. Et par ailleurs, pensez à varier vos pseudonymes. Rex, Max, Régis, Mercier, je vais finir par m'y perdre. Que la Gestapo s'y perde, c'est tout ce que je demande. Passons au nerf de la guerre. Mes services vous ont préparé une somme de 1 500 000 francs. Pour les armes, ce sera un peu plus long. Il y a des problèmes de convoyage. Nous saurons comment utiliser tout cela, Passy. Je n'en doute pas, Mercier. Mercier. Allez, Moulin. Une bonne nuit de sommeil. Et demain, la France. France, cher pays de mon enfance, bercé de ton insouciance, je te garde dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Douce France, cher pays de mon enfance,
et de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur. Je suis Georges Bidault, ancien éditorialiste du journal L'Aube et membre du comité directeur de combat. Je vous connais, voilà. Je viens de créer le bureau d'information de la presse et je souhaite vous en confier la direction. Ma mission ? Échanger nos informations avec Londres, diffuser la propagande des forces françaises libres et mettre en place un bulletin bi-hebdomadaire pour mai 1942. Je suis votre homme. Nous allons également introduire des informateurs à Vichy et prendre en sténo les informations de la BBC. Prenez soin de vous, Bidault. Bonsoir, Rex. Bonsoir de Menton. Conformément à vos directives, nous venons de créer le comité général d'études. Nos missions: établir département par département la liste des chefs administratifs et techniques ayant une attitude résistante et qui auront les capacités voulues pour faire tourner le pays après l'effondrement du régime. Parfait. J'ai désigné auprès de vous Robert Lacoste, Alexandre Parodi et Michel Debré. Prenez soin de vous, de Menton. Je m'appelle Daniel Cordier. J'ai été parachuté le 26 juillet 1942. Je suis à votre disposition. Vous allez diriger mon secrétariat, Cordier. Ce n'est pas une mince affaire. Voilà comment nous allons procéder. Je suis officiellement domicilié à Saint-Andiol. Là, je suis censé avoir pris ma retraite de préfet. Je suis inscrit à la mairie pour mes diverses cartes de rationnement. Je passe donc ici régulièrement, une fois tous les 15 jours. Cela me permet d'embrasser ma mère et ma chère sœur. Tous les 15 jours, c'est noté. Voici Jean Choquet, mon agent de liaison. Il habite à Avignon. À toute heure du jour et de la nuit, je peux trouver chez lui une bicyclette pour me rendre à Saint-Andiol. Car pas question de voiture ou de taxi. J'attirerai trop l'attention. Avignon-Saint-Andiol Combien de kilomètres? 18. Mazette, pour un ancien préfet habitué à sa voiture, avec chauffeur. Eh oui, parachutiste, coureur cycliste et directeur de galerie. Suivez-moi. Nous voici à Nice, dans la galerie Romana. Je vous présente Colette Ponce. Elle s'occupe de tout ici. Tout va bien, Colette? Oui, les aquarelles de Marie Laurencin ont beaucoup plu. Les réactions sont plus partagées pour l'exposition et trio. Parfait, Colette. Nous retournons à Lyon. Cordier! Voici ma chambre, place Raspail. Escalier dérobé, vue plongeante sur le Rhône et l'Hôtel-Dieu. Choquet vient ici tous les jours. Tous les jours, depuis Avignon. Tous les jours. Cela me permet de me rendre immédiatement à Saint-Andiol ou à Nice en cas de nécessité. À chaque fois que je séjournerai à Saint-Andiol, vous irez à Avignon. Compris. Je suppose bien entendu que nous n'utilisons jamais le télégramme, le téléphone ou la poste pour les communications. Jamais. Nous ne procédons que par porteur. Nous sommes revenus au XVIIIe siècle. Pour ce qui est de la journée, revoyons ce que nous avons établi ensemble. Très tôt le matin, je rencontre Limonti qui a fait dans la nuit le tour des courriers et des boîtes aux lettres. À 7 heures, je suis chez vous, avec le pain que j'ai pris à la boulangerie, avec vos tickets. Oui, bah, le jeu se charge du café. Faux, malheureusement. N'oubliez pas les journaux du matin. Ah, c'est vrai, les journaux. Puis nous dépouillons les télégrammes, les notes de service, les demandes de rendez-vous. Vous me dictez les réponses, vous établissez les rapports. Ensuite, vous partez pour vos réunions. À propos des réunions, procédure importante. Lorsque je m'y rends, vous m'attendez à l'entrée. Et seulement là, vous me remettez les documents dont j'ai besoin. Lorsque j'en ai terminé, vous récupérez immédiatement les documents que vous détruisez le plus souvent, ou archivez parfois. Ainsi, si je suis arrêté,
Je n'aurai rien de compromettant sur moi. Compris. Le soir, je repasse vous voir et nous préparons les messages à transmettre à Londres. À chacun de mes voyages à Paris, vous en profitez pour mettre à plat le travail du secrétariat et tout vérifier. Tout est clair? Tout est clair, patron. Nous ferons une bonne équipe. Prenez soin de vous, Cordier. Salut, madame. Bonjour. Moi, c'est Jamel, de Jean Moulin. C'est une nouvelle prof? Non. Je suis une maison. T'es une maison? Pas de problème, dame. Alors moi, je suis au Stade de France. Je suis la maison de Caluire. Haute, austère et triste. Il marche vers moi, Jean Moulin. Un jour, il poussera ma porte en toute confiance. Et je ne peux pas lui dire « Passe ton chemin, ami. Continue, ne franchis pas mon seuil. Car je ne suis pas comme les autres maisons où l'on trouve abri, chaleur et réconfort. Moi, je suis la maison du drame. Moi, je suis la maison de la trahison. Écoute, Jean. Écoute les lattes de mon plancher de bois qui grincent. Elles ne disent pas bienvenue. Elles ne murmurent pas. Repose-toi, voyageur. Choisis un fauteuil. Ici, tu es en sécurité. Non, Moulin, elle craque, et c'est un bruit mauvais. Pars, résistant ne me fais pas confiance. Tu es trahi. Entre mes murs de pierre, c'est la mort qui t'a donné rendez-vous. En un an, Jean Moulin accomplit un travail énorme. En février 1943, le général de Gaulle lui écrit: Mon cher ami, le rapport que m'a fait le commandant Marnier, les entretiens que j'ai eus avec votre adjoint Manès et l'ensemble de mes informations me confirment, s'il en était besoin dans mon opinion, que votre immense tâche est en excellente voie. Vous avez toute ma confiance, nous approchons du but. Voici l'heure des plus durs efforts. Croyez, mon cher ami, en mes sentiments profondément dévoués, signé Charles de Gaulle. Jean Moulin propose au général la création du Conseil de la Résistance qui deviendra ensuite Conseil national de la Résistance. Mais les problèmes sont innombrables et les tensions sont fortes, avivées par la clandestinité. Voici le projet de budget pour ce mois. 4 millions de francs pour combat, 2 millions de francs pour libération, 900 000 francs pour francs-tireurs et 1 200 000 francs pour l'armée secrète. Je dois encore alimenter les syndicats, les services de la France combattante et certains mouvements de la zone nord. Nous aurons du mal à y arriver. Je sais, Cordier, je sais. Et Pénouville de combat essaie de me convaincre d'accepter l'argent des Américains. Et Manès, qui croupit en prison. Cela me fend le cœur. Il me manque. J'ai prévenu sa femme que nous allons tout mettre en œuvre pour le sortir de là, mais j'ai peu d'espoir. D'autant plus que ce n'est pas le moment de vous exposer, patron. On mène campagne de tous côtés contre moi, Cordier. Mes rapports se crispent avec Brossolette, Fronet, Dastier, et même avec Passy. Je redoute des trahisons. Il faut croire qu'après avoir été bien utile, je commence à gêner. Moi, ce qui m'inquiète, c'est Vichy et la Gestapo. Je suis sûr à présent qu'ils n'ignorent plus rien de votre identité, et peut-être même de votre visage. Mon brave Cordier, tu sais bien que je suis un mort en sourcil depuis le 17 juin 1940. Mais au milieu de toutes ces difficultés, le 27 mai 1943, au 48 de la rue Dufour à Paris, Jean Moulin, devant les 16 délégués représentant les mouvements, les syndicats et les partis,
préside la première réunion du Conseil de la Résistance. Je vous remercie de votre présence. Je mesure les risques énormes que nous avons tous pris pour nous retrouver si nombreux. Je vous accueille ici au nom du général de Gaulle et du Comité national français. Je souhaite en premier lieu vous rappeler brièvement les buts de la France combattante, tels qu'ils ont été définis par son chef. Premièrement, faire la guerre. Deuxièmement, rendre la parole au peuple français. Troisièmement, rétablir les libertés républicaines dans un État d'où la justice sociale ne sera pas exclue et qui aura le sens de la grandeur. Quatrièmement, travailler avec les Alliés à l'établissement d'une collaboration internationale réelle dans un monde où la France aura regagné tout son prestige. Je t'attends, ami. Mais je t'attends. On pousse ma porte pour le rhume du petit dernier, les maux de tête de la grand-mère, le mal de dos du père, et la petite douleur près du ventre de la jeune femme. Et l'on guérit le rhume, et l'on atténue le mal de tête. Pour le mal de dos du père, on ne peut pas faire grand-chose. Il est le résultat d'une vie de labeur, et l'on n'a pas le médicament qui convient en ces temps de restriction. Quant à la petite douleur, elle est porteuse de vie, et mon locataire, le docteur Dugoujon, certifiera à la jeune femme que c'est bien un enfant qui s'installe en sa chair. Parfois, on court vers moi pour annoncer une mauvaise nouvelle au docteur. Un de ses patients, à 3 pas de là, est en train de s'éteindre. Il me quitte précipitamment en hochant la tête. Et de manière générale, jusqu'à présent, j'étais la maison de la vie. Pourtant... Max! Le général Delestraint, chef de l'armée secrète, a été arrêté à Paris. C'est une catastrophe. Il a été arrêté le mercredi 9 juin. Nous avons eu du mal à vous joindre. J'arrive de Paris pour prendre vos directives. Bon sang, j'étais simplement parti me reposer quelques jours dans l'Ain, à Trévoux. Fâcheuse coïncidence. J'écris immédiatement au général de Gaulle. Mon général, notre guerre à nous aussi est rude. J'ai le triste devoir de vous annoncer l'arrestation par la Gestapo à Paris de notre cher Delestraint. Les circonstances, une souricière dans laquelle il est tombé avec quelques-uns de ses collaborateurs. Cordier, il faut organiser de toute urgence une réunion dans un lieu sûr pour que nous nommions un nouveau chef de l'armée secrète. Tony de Grave va s'occuper de tout, patron. Moi, je retourne à Paris. Hardy, responsable des sabotages ferroviaires pour combat, a été arrêté le 8 juin. Eh bien? Et il a été libéré dès le 10 juin, vers 23 h. Libéré par Barbie? On est sûr qu'il n'a pas été retourné? Il affirme qu'il a réussi à leur tenir tête, et comme il n'avait pas de preuves... Dangereux tout cela, dangereux! Enfin, le plus urgent, c'est cette réunion. Allez, file, Cordier! D'accord, patron. Au fait, si je ne vous revois pas d'ici là, bon anniversaire. Bon anniversaire? Et voyons, Max, bientôt le 20 juin. 20 juin 1899, 20 juin 1943, égale 44 ans, le bel âge. C'est vrai. On fêtera ça avec plus d'enthousiasme. Après la guerre, mon vieux Cordier. Merci quand même d'y avoir pensé. Allez, va! Prends garde à toi! Cordier! Cordier, toi qui aimes et admires Jean Moulin, si tu savais. Dimanche 20 juin 1943, Moulin convoque à cette réunion Aubrac, Aubry, Lara, Lassagne, le colonel Lacaze, le colonel Schwarzfeld. Lassagne est chargé de trouver un lieu. Il hésite entre la maison du docteur David à Saint-Rambert et celle du docteur Dugoujon à Caluire. Finalement, le docteur Dugoujon donne son accord. Aucune réunion n'ayant encore été organisée chez lui, l'adresse a peu de risque d'être connue de la Gestapo. On fixe la réunion au lundi 21 juin, à 14 h,
Heure de consultation, afin que les participants passent le plus inaperçus possible, mêlés aux malades. Les dés sont jetés. On m'a choisi. Je pleure. Lundi 21 juin, 13h45. La Sagne arrive à bicyclette, place Castellane. Il se dirige vers moi. Il range son vélo dans mon couloir. Ne t'occupe de rien. Je vais aller chercher certaines personnes au tram. Quelques minutes après, il revient avec Aubry. Surprise. Celui-ci est accompagné de René Hardy qui n'était pas prévu. Ce n'est pas dans nos règles. C'est très imprudent. Bénouville a insisté pour que René m'accompagne. Il faut absolument qu'il rencontre Max. Il est trop tard pour reculer, mais vraiment ce n'est pas sérieux. Marguerite, la bonne du docteur, dirige les 3 visiteurs vers mon petit salon du haut, où il retrouve le colonel Lacaze, qui était là depuis 13h30. Pendant ce temps, le docteur Dugoujon remarque dans la salle d'attente un homme qui manifestement n'est pas un de ses malades. C'est Bruno Lara. Marguerite l'a mal dirigé. Il rejoint les autres en haut. Les 5 hommes attendent. Moulin est en retard. Il a rencontré Raymond Braque et ensemble ils attendent le colonel Schwarzfeld. Finalement, ils arrivent chez moi avec 45 minutes de retard. Marguerite, perdue, les dirige vers la salle d'attente. À peine sont-ils installés parmi les patients que tout s'accélère. Le docteur Dugoujon raccompagne une jeune fille et sa mère à ma porte lorsque celle-ci s'ouvre brutalement. Police allemande! Vous avez une réunion de terroristes chez vous! La Gestapo se rue dans mes escaliers, mes pièces, la petite terrasse dont je suis si fière. Les policiers enferment les femmes dans le cabinet du docteur et alignent les hommes contre mes murs. Sur la place, on s'active et je suis cernée par les hommes de la Gestapo mitraillette au poing. Puis les Allemands libèrent les femmes. Les hommes sont amenés dans ma cour. Soudain, des coups de feu. C'est René Hardy qui s'enfuit. Les Allemands font mine de le poursuivre, mais n'insistent pas. Ils se cachent dans un fossé. Les voitures démarrent brutalement. Plus jamais je ne serai une tranquille maison d'un brave docteur de province. Plus jamais. Car un souvenir me hante. C'est celui d'un homme encore jeune, beau, au visage fin et mystérieux, qui lentement s'est levé un sourire un peu triste aux lèvres et a suivi ses bourreaux, fier, sans se retourner vers moi, moi la maison qui devait le protéger, et m'a laissé seule et triste dans le soir de printemps. Je pleure. Vous savez bien que je n'ai rien à vous dire. Votre acharnement prouve assez que vous savez mal juger les hommes. Inutile, Moulin. Je ne viens pas vous interroger. Je viens vous rencontrer. J'aimerais avoir une explication avec vous. Me justifier, peut-être. Votre façon de vous justifier est étrange, brutale, barbare, inhumaine pour tout dire. Était. Était. Employez l'imparfait, monsieur le préfet. Et vos adjectifs sont un peu rudes, me semble-t-il. Nous étions en guerre. Aujourd'hui, vous avez le beau rôle. Vous apparaissez comme un héros, un mythe. Et moi, je reste dans les mémoires comme le boucher de Lyon, responsable de crimes contre l'humanité. Vous êtes mort dans votre lit. Un lit de prison? À un âge respectable. Vous avez donc compris que nous sommes morts tous les deux? Bien entendu, Klaus Barbie. Et comment l'avez-vous deviné? Vous êtes venu vers moi sans arrogance, sans vos sbires. Et si votre regard est toujours aussi dur, j'y perçois comme la faille d'un doute. En 1943, vous ne doutiez pas, Barbie.
Mais je suis un vieil homme aujourd'hui. J'aurais aimé être un vieil homme. J'ai été jugé, condamné. J'ai payé lourdement. J'ai payé plus cher que vous. Et votre condamnation est intervenue tardivement, après une vie longue et libre. On m'a craché au visage. Mon nom a été déshonoré. Vous vous étiez chargé de le déshonorer vous-même, avec beaucoup de constance et de ténacité. C'était la guerre. J'agissais sur ordre. Faux. On n'est pas inhumain. On n'est pas barbare sur ordre. Encore ces adjectifs. Allons, Barbie. Ils sont peu de choses pour définir l'indicible. Il y a des cris d'enfants que vous avez fait déporter qui en diraient bien plus. Je me contenterai de mon cri à moi quand vous m'avez fait torturer. Je ne vous ai pas fait torturer. Je vous respectais. Vous m'impressionniez parce que vous étiez calme et que vous n'avez pas parlé. Je n'ai pas parlé, mais vous m'avez torturé, Barbie, dès le début. Moulin, je ne savais pas qui vous étiez. Je savais que je tenais le chef de la résistance, mais j'ignorais que c'était vous. Si votre camarade Henri Aubry ne vous avait pas désigné le 23 juin, je vous aurais sans doute relâché, car votre identité semblait correcte et vous étiez muni d'une ordonnance absolument normale pour vous rendre chez le docteur Dugoujon. Précaution élémentaire. Vous avez battu Aubry. Il a parlé. Je ne peux pas lui en vouloir. Et c'est Hardy qui vous a trahi. Hardy a été jugé 2 fois par la suite et innocenté par 2 fois. Mais c'est lui. Je ne veux pas le savoir, Barbie. Qu'attendez-vous de moi? J'aimerais simplement vous serrer la main. Entre combattants. Jamais je ne vous serrerai la main, Barbie. Et qu'est-ce qui vous en empêche? Les cris des enfants que j'évoquais tout à l'heure, mes propres cris dans la lumière froide de vos caves, les cris de mes camarades dans leur chair torturée, et le souvenir du regard de mon père, et le souvenir de tout ce que j'ai aimé et que vous m'avez fait perdre. Vous serrez la main, Barbie. Si j'avais la faiblesse de me laisser prendre à votre jeu tragique, le vent qui balaie mes 12 collines de Provence me chuchoterait non. Les feuilles d'or que j'ai portées avec fierté sur mon costume d'apparat de préfet de la République française me rappelleraient non. L'ombre de l'homme que j'ai servi à Londres, dans le brouillard de doute, me martellerait non. Le rire chaleureux de mes amis, avec lesquels j'aimais à m'amuser, car j'aimais la vie, Barbie, me le chanterait avec gravité non. Le parfum de la peau des femmes que j'ai aimées, car j'ai aimé les femmes, Barbie, me le soufflerait avec insistance non. Le chant des ruisseaux de France, le fracas des torrents des Alpes, des gaves des Pyrénées, le chointement soyeux des rivières de la Beauce, le murmure des eaux qui baignent ma patrie, tous se réuniraient pour me réciter non, non, et non, à tous les temps de ma langue millénaire. Et si j'hésitais encore, Barbie, j'écouterais dans la nuit monter le chant des camarades, tous ceux qui ont dit non, avant moi, avec moi, après moi, tous ceux qui ont dit non, parce qu'ils pensaient à leur vieil instituteur, qui dans la poussière de la craie, dansant dans le soleil d'une fin d'après-midi, écrivait sur la plage d'un antique tableau noir les vieux mots usés
Les vieux mots fatigués, les vieux mots malmenés, les vieux mots si souvent menacés mais toujours debout, blessés bien des fois mais fiers, et simples et dignes. Démocratie, tolérance, liberté, égalité. Et celui que je place au-dessus de tous, Barbie, parce qu'il regroupe l'ensemble des autres, fraternité. Témoignage de Klaus Barbie. Dès que j'ai connu l'identité de Moulin, j'ai su qu'il ne parlerait pas. Il déclarait qu'il était artiste peintre. Il a même fait un dessin de moi et un croquis de ma secrétaire. Témoignage du docteur Dugougeot. Ma cellule se trouvait presque en face de celle de Jean Moulin. Je crois pouvoir affirmer qu'il n'a pas été interrogé avant le mercredi 23 juin à 14 h. Je me base pour dire cela sur le fait que je l'ai vu le mardi au matin à la toilette, le mardi après-midi à la promenade qui consistait à tourner dans la cour pendant un moment. Témoignage de Raymond Aubrac. Ma cellule était en face de l'escalier et il y avait un petit œilleton que l'on a bouché plus tard. Moulin s'était mis à côté de moi et à la fin de la promenade, il a pu me dire cette phrase que je trouve bien émouvante. Je vous souhaite bon courage. J'ai vu Moulin. Le mercredi 23 juin à 14 h, par l'œillère de la porte de ma cellule, j'ai vu arriver 2 ou 3 policiers allemands qui l'ont amené d'une façon brutale et l'ont ramené le soir avec un pansement autour de la tête et il boitait. Le jeudi 24 juin, je l'ai vu soutenu par des soldats de la prison qui l'ont veillé toute la nuit. Il était décomposé, blessé, meurtri. Qui lui ont donné à boire et passé des linges frais sur la figure. Et soutenu sous chaque aisselle par un homme en civil. Le 26 juin, le haut commandement allemand ordonne à Barbie de transférer Jean Moulin de Lyon à Paris. Barbie, Moulin et leur escorte quittent la prison Montluc vers 8 h du soir et arrivent à Paris bien après 2 h du matin. Témoignage du policier interprète allemand Ernst Misselkwitz. Jean Moulin était exténué et malade. Témoignage de Heinrich Weiners, interprète de la police allemande. Il était oppressé et se tenait le ventre et les reins. Témoignage d'André Lassalle. J'ai été confronté avec lui au mois de juillet à Neuilly. Jean Moulin avait été sérieusement torturé. Il était méconnaissable. J'ai entendu le colonel Bommelbourg faire des reproches à Barbie parce qu'il l'avait maltraité. Le préfet était dans un état lamentable. Il avait les yeux fixes et par instants hagards. Avec Delestraint, lors de nos confrontations, nous essayons de le réconforter. Courage, Jean Moulin, courage. Courage. Que désirez-vous, madame? C'est bien le service de la Régistrature ici. 84 avenue Foch. C'est ici, en effet. Excusez-moi, mais je ne suis pas habituée à Paris. J'arrive du sud-est. Je craignais de m'être trompée. Que puis-je pour vous? Je m'appelle Laure Moulin. Je viens au sujet de l'avis de décès de mon frère, l'ancien préfet Jean Moulin. Il a été transféré en Allemagne le 8 juillet et je n'avais plus de nouvelles depuis.
Or, les services de la Gestapo m'ont informé officiellement de sa mort le 19 octobre dernier. Nous sommes maintenant le 25 octobre 1943 et j'ai décidé de venir vous trouver. Je vais appeler Heinrich Meiners, l'officier chargé de cette affaire. Heinrich Meiners, vous êtes Lord Moulin? Oui. Monsieur? Je suis désolé, mais je ne peux rien vous révéler sur la mort de votre frère. C'est inconcevable. Nous avons le droit de savoir. Pensez à notre mère. C'est un dossier très délicat. Votre frère est décédé en gare de Metz pendant son transfert vers Berlin le 8 juillet 1943. Où a-t-il été enterré? Il n'est pas enterré, madame. Il a été brûlé. Ah! Brûlé! Incinéré, je crois que c'est le mot que vous utilisez en français. Mais qui a pris cette décision? L'officier responsable de son transfert. De quoi mon frère est-il mort? Je ne peux pas vous le révéler. Un certificat de décès vous parviendra à Montpellier. Et ses cendres? Pardon? Ses restes? L'urne? Excusez-moi, madame, je ne maîtrise pas toutes les subtilités de votre langue. Je ne peux pas vous répondre. J'en parlerai à mes supérieurs. Je suis désolé, madame, mais vous devez comprendre que nous sommes en guerre. Je suis un officier allemand. Votre frère a cru faire son devoir. Mais il travaillait contre nous. Je m'incline. Je sous-signais docteur en médecine, médecin-major Bézéquet, certifie par la présente que le prisonnier Moulin Jean est décédé au cours de son transport de Paris en Allemagne à la date du 8 juillet 1943 vers 2 heures. À la suite de l'autopsie pratiquée par moi-même, la mort est probablement due à une crise cardiaque. Monsieur, tu sais les gars de Bazac, on leur a foutu un caramel. Je te dis pas, 4-1. T'aurais vu leur tronche, ils y croyaient pas. Mais c'est Jean Moulin qui a gagné. Et ouais, monsieur, c'est Jean Moulin qui a gagné. C'est un peu grâce à toi. Et oui, toi, monsieur, t'es un héros. Oh,
barreaux, des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses, c'est la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami, sommelons à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les